1915, commençaient les premières correspondances entre MacMahon, qui était le gouverneur anglais au Caire, et le shérif de la Mecque. Alors là, si vous permettez, une petite parenthèse s'impose. Le shérif de la Mecque est un des descendants directs du prophète. Donc, si vous voulez, d'un côté, il peut faire l'unité du monde musulman, dans le sens qu'il a toute la légitimité par rapport au Coran chiite, et il est en même temps le protecteur des lieux saints et le descendant du prophète, donc pour les sunnites aussi. Si vous voulez, le shérif de la Mecque était l'homme le plus en vue dans tout le monde arabo-musulman de l'époque, il y a 100 ans. Et en plus, il était depuis de par son héritage historique, l'homme qui pouvait succéder au sultan. C'est-à-dire au cas où le démantèlement de ce que fut l'homme malade de l'Europe du 19e siècle devait avoir lieu, le seul homme qui pouvait constituer une alternative à la disparition du califat turc ottoman était le shérif de la Mecque, qui était en même temps arabe, en même temps descendant du prophète, en même temps sunnite, mais issu immédiatement de la lignée de Mohammed, donc susceptible d'être accepté par les courants chiites. Donc si vous voulez, il pouvait faire toute la synthèse dans le monde arabo-musulman, qu'il soit du Maghreb, du Mashrek, et même dans les pays non arabes du monde musulman. Donc les Anglais ont proposé au shérif de la Mecque un accord. Cet accord a eu lieu grâce à un échange épistolaire de correspondance qui était très clair entre le shérif de la Mecque et les Anglais. En deux mots, que disposait cet accord? Les Arabes rentraient en révolution et en révolte contre les Ottomans. Du côté allié, sous la bannière du descendant du prophète, gardien des lieux saints, shérif de la Mecque, commandeur des croyants, qui devait lui donner toute la légitimité à la révolte arabe face à quelqu'un qui à Istanbul se prétendait commandeur des croyants et détenteur du pouvoir religieux, spirituel et militaire dans le monde musulman. Là, on était en face pour la première fois depuis 400 ans, d'un grand dirigeant arabe qui pouvait faire face au sultan turc. Cet accord était très clair. Il disposait que en face, l'Angleterre allait octroyer l'indépendance à un royaume arabe qui s'étendait du 36e parallèle de Mersin, donc si vous voulez, qui se trouve actuellement au sud de la Turquie, justement à Adana, en passant par les frontières du mont Taurus, jusqu'aux confins du Yémen, du Sinaï. Donc, si vous voulez, toute cette région allait devenir un royaume arabe uni sous la bannière des Hachémites, donc sous la bannière du shérif Hussein et de ses enfants, en vertu de quoi les Anglais allaient octroyer aide, les Arabes s'engageant évidemment non seulement à combattre du côté des Alliés, mais aussi, une fois l'indépendance obtenue, le développement et la reconstruction de ces régions qui étaient complètement délaissées par l'Empire ottoman et qui étaient des régions très pauvres, que ce soit en Syrie, en Mésopotamie ou dans la presqu'île arabique, allaient connaître un développement avec l'aide des Anglais. Donc nous étions devant un accord très clair qui disposait que les Anglais et les Alliés octroyaient de l'aide, en vertu de quoi les Arabes allaient obtenir indépendance, unité et développement. Sur ce, on envoie évidemment des conseillers anglais, on connaît très bien, les conseillers anglais sont envoyés sur le terrain, Lawrence d'Arabie, on ne va pas refaire la littérature, Lawrence d'Arabie, pas seulement Lawrence d'Arabie, et les forces arabes rentrent en mutinerie contre les Ottomans. Au même moment, les Anglais, les Français et les Russes, avant la révolution bolchevique, étaient en train de redessiner la carte du Moyen-Orient en cas de victoire des Alliés. Et il est important de signaler ici qu'à ce moment-là, il y a eu les accords qu'on appelle les accords Sykes-Georges-Picot, Edward Sykes et François-Georges Picot,
qui étaient français. Ces accords à la base étaient tripartites, dans le sens qu'il y avait une troisième partie russe. Les Russes obtenaient en vertu de cet accord ce qu'ils voulaient depuis toujours, un accès aux mers chaudes, et ils obtenaient Constantinople, et ils obtenaient aussi des parties du nord de l'Empire ottoman. Donc il y avait une partie turque, une partie russe dans l'accord qui était à la base tripartite. Ce qui s'est déroulé, c'est qu'en 1916, les Arabes entrent en révolution. Les jeunes Turcs au pouvoir à Istanbul sont complètement pris de court, ils sont désemparés parce qu'ils sont en train de perdre toute leur assise populaire. Ceci les pousse à faire un massacre au Liban et un massacre en Syrie. Pas seulement les Arméniens. Les gens oublient que, malheureusement les Libanais vont peut-être oublier, qu'un tiers de la population du Mont-Liban a été pratiquement décimée volontairement par la Turquie, qui a empêché toute aide alimentaire d'arriver au Mont-Liban. Ceci a entraîné la famine, les maladies et les morts. Sans compter qu'il y a eu une centaine de notables, à l'époque on appelait Levantins ou Syriens dans le sens de la Syrie naturelle, à Beyrouth et à Damas, qui ont été pendus en mai 1916. C'est les martyrs du 6 mai 1916 que Jamal Bash a exécuté, dont un des membres de ma famille. Et c'était des notables qui demandaient l'autonomie, et puis après, évidemment, l'autonomie et l'indépendance après. Mais au début, pas d'indépendance. Après les massacres, on a parlé d'indépendance. Avant, on parlait d'autonomie des régions levantines ou syriennes dans le cadre de l'Empire ottoman, selon le modèle de l'Empire austro-hongrois. Donc, si vous voulez, et là, la remarque est d'importance. Le mufti de Jérusalem, dans ses mémoires, cite une chose très importante. Il dit que l'empereur Guillaume II, au moment où se déroulait la bataille de Verdun, et au moment où on sentait que les puissances des empires centraux étaient sur le point de réaliser des avancées importantes, réunis à Berlin l'empereur d'Autriche, le roi de Bulgarie, et un représentant du sultan ottoman. Il leur dit que nous avons reçu une lettre du Congrès juif mondial, Congrès sioniste mondial, dans lequel il nous demande la création, en cas de victoire des puissances de l'Europe centrale, des empires centraux, d'un foyer national juif. Et l'empereur Guillaume II a supplié le représentant ottoman d'accepter cette offre. Le représentant ottoman n'a pas accepté, et les puissances de l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie et la Bulgarie, ainsi que l'Empire ottoman, n'ont pas accédé à la demande. Et selon le mufti, le texte proposé par les Allemands était exactement similaire au texte que le Congrès juif et sioniste a présenté aux Anglais, que le ministre des Affaires étrangères anglais, Lord Balfour, a accepté. Les Alliés ont accepté cette déclaration, et c'est ainsi que quelques mois après, les États-Unis sont rentrés en guerre, et on a vu le sort des armes se renverser. En 1917, la Russie connaît la révolution d'octobre. Lénine, au pouvoir en 1918, dénonce les accords qui étaient tripartites, dénonce les accords conclus avec les Français et les Anglais sur le repartage du Moyen-Orient. Non seulement il les dénonce, mais il envoie à Istanbul un texte dans lequel il est clair qu'il n'y aura ni indépendance arabe, ni souveraineté arabe, qu'il y aura un partage entre les Anglais et les Français, et ainsi apparaît clairement pour la première fois que les Anglais et les Français avaient prévu de donner à l'organisation sioniste ce qu'on appelait le foyer national juif, entre guillemets, en Palestine. Ce texte a été divulgué. Jamal Bacha envoie ce texte au Sharif Hussein en lui disant « Il est temps que la révolte arabe arrête de croire ce que les Anglais disent ». Les Arabes ont cru, plutôt les Anglais qui ont nié. Il faut bien rappeler les choses. Les Anglais ont nié. On niait l'existence de la déclaration Balfour, on niait l'existence des accords de Sykes-Picot, et on continuait à dire aux Arabes qu'ils allaient respecter leur engagement. Bon, la Première Guerre mondiale se termine, je me résume, et les Arabes les armées arabes avec les Alliés entrent à Damas, et
il faut bien préciser que le peuple levantin, c'est-à-dire le peuple de la Grande Syrie, qui est la Syrie actuelle, la Jordanie et le Liban, acclame le prince Faisal, fils du shérif Hussein, comme étant roi de Syrie. Quand je dis roi de Syrie, je dis roi du Levant, de la Syrie naturelle qui englobe le Liban, la Syrie actuelle, la Jordanie et la Palestine. Il est proclamé roi par le Congrès national qui s'est réuni à Damas après la libération et la déroute ottomane. Il est proclamé roi. Évidemment, les Français qui, selon les lignes de partage de Sykes-Picot, considéraient cette région comme revenant aux Français, n'ont pas admis. Il y a eu la bataille de Maïsaloun en 1920, on a vu la destruction totale des forces arabes, et on a vu l'exil du roi Faisal qui était le roi de Syrie, on a vu son exil en dehors de Syrie. À ce moment-là, les Anglais, eux, qui ont reçu les régions qui sont devenues aujourd'hui l'Irak et les deux rives du Jourdain, ont constitué la Transjordanie qui est devenue le royaume hachémite de Jordanie comme une sorte de tampon entre ce que fut la presqu'île arabique, l'Irak et le restant de la Syrie, et ce que va être après la Palestine qui est devenue une puissance mise sous mandat britannique selon la décision de la Société des Nations de 1922. Et si on revient au texte du mandat britannique, il est à l'avantage des sionistes d'une manière extraordinaire. Pour revenir au découpage de l'Empire ottoman, le traité de Lausanne, le traité de Sèvres à la base en 1920, prévoyait la création d'un État kurde. Sur les débris de l'Empire ottoman, ainsi que la création d'une grande Arménie, des deux côtés de l'Arménie, c'est-à-dire l'Arménie qui était restée avec les Russes puis après les Soviétiques, et les régions desquelles les Arméniens ont été déportés. Mais, entre-temps, en 1919, il y a eu Atatürk, il y a eu la révolution turque contre l'Empire ottoman, contre l'autorité du sultan et des jeunes turcs, contre le gouvernement du sultan, et les armées d'Atatürk ont chassé au début les Grecs qui étaient du côté de Smyrne, ont chassé après les communautés italiennes qui existaient aussi au sud de l'Anatolie, et ont écrasé la révolte kurde, et ainsi on a retrouvé au traité, je résume, au traité de Lausanne, la Turquie dans sa frontière actuelle, et on a vu la disparition totale de ce que fut ou de ce qu'allait être le Kurdistan, sans compter que entre-temps, les Soviétiques ont signé un accord avec Mustafa Kemal dans lequel ils mettaient fin au rêve arménien, dans le sens que les Soviétiques ont occupé ce qui allait devenir après la République socialiste arménienne, et les Turcs ont définitivement occupé les régions qui étaient destinées à rendre aux Arméniens. C'est ainsi que au traité de Lausanne, on a vu disparaître deux États qui étaient promis par Versailles, qui étaient promis à la fin de la paix de 1919, l'État kurde et l'État arménien. Sans compter que, évidemment, entre-temps, ont été un peu massacrés, mais ça a été passé sous silence, les Assyriens et les Chaldéens, et toutes ces églises qui, aujourd'hui, Daesh finit définitivement d'écraser, mais qui ont eu déjà leur premier lot en 1915 avec les Arméniens. Ça, il faut le rappeler. Et donc 1915, c'est pas seulement le génocide arménien, c'est le génocide arménien, c'est le génocide des Assyriens, des Chaldéens, des Assyriens, et de tous les intellectuels nationalistes arabes du Levant, de Damas, de Beyrouth, d'Alep, de Homs, qui ont été pendus, déportés, exilés, et qui ont subi aussi les geôles des jeunes Turcs et leur politique de fer et de sang. Ceci est à rappeler. Donc, le problème kurde, si vous voulez, n'est pas un problème inhérent aux Arabes. Faut-il rappeler que le peuple kurde est un peuple de 25 millions d'habitants, mais dont au moins 18 millions se trouvent en Turquie, 6 à 7 millions se trouvent en Iran. Aujourd'hui, si quelqu'un regarde le drapeau que les Kurdes hissent sur leur pseudo-État en Irak ou leur région dite autonome en Irak, on trouve le soleil kurde. C'est le soleil, ça s'appelle le soleil de Mahabad. La ville de Mahabad est en Iran. Elle n'est ni en Irak, ni en Turquie, ni en Syrie. Donc, si vous voulez, stratégiquement, le peuple kurde, essentiellement, est opprimé par les Turcs et par les Iraniens. Le Kurdistan irakien n'est qu'une petite partie du grand Kurdistan. Si on regarde sur une carte, on trouve que le Kurdistan irakien, c'est 4 millions d'habitants, ce qui ne justifie en rien
aucune oppression, ce qui ne justifie en rien aucune exaction commise contre les Kurdes, que ce soit en Syrie ou en Irak. Mais quand même, je tiens à rappeler que la République d'Irak s'appelait et s'appelle toujours République d'Irak, même du temps du Baas ou du temps du régime nationaliste nassérien qui était au pouvoir en Irak, jamais elle ne s'est appelée République arabe irakienne. Tandis que l'entité, l'existence d'une langue kurde n'a été reconnue par les Turcs qu'il y a à peine quelques années. Même du temps des régimes bassistes ou nationalistes arabes en Irak, il y avait un parlement autonome kurde, il y avait le droit d'utiliser la langue kurde, il y avait une certaine autonomie. Vous allez me dire, est-ce que les régions kurdes étaient dirigées par des Kurdes pro-Bagdad? Évidemment, Saddam Hussein n'allait pas tolérer un Kurde contre lui, mais c'était un Kurde quand même. Tandis que ce n'est que très récemment que des Turcs ont accepté de parler d'existence de langue turque. Mustafa Kemal disait que les Kurdes n'étaient que les Turcs des montagnes dont le langage a été déformé par les hauteurs des cimes. Mustafa Kemal refusait l'existence même d'une langue kurde. Alors, ceci ne justifie en rien, encore une fois, qu'il y a eu des exactions commises par les Arabes contre les Kurdes. Je ne suis pas du tout en train de justifier. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que si on veut examiner la question kurde dans sa globalité, dans le fond, la question kurde mérite d'être réglée au niveau géopolitique, dans le sens que la création d'un Kurdistan, ou bien ça englobe les régions turques, les régions iraniennes, les régions irakiennes et les régions syriennes, ou bien ça n'englobe rien. Pourquoi seulement créer un État kurde dans les régions arabes? Pourquoi quand il s'agit des Arabes, on doit parler des Kurdes, mais quand il s'agit des Turcs ou bien des Iraniens, on laisse passer, on fait comme si de rien n'était, on oublie la question kurde. La question kurde est à prendre, c'est une question qui est une question légitime. Mais aussi faut-il rappeler qu'il y a une minorité arabe qui se trouve en Iran, qui est au sud de l'Iran. Il y a 2,5 millions de citoyens arabes en Iran qui s'appellent, que nous appelons en arabe le Ahwaz. Et les Perses le prononcent sans le H, ils disent Al-Ahwaz. Donc, si vous voulez, qui est l'Arabistan au sud de l'Iran, faut-il rappeler qu'Alexandrette et la région d'Antioche et d'Antalya se trouvent aujourd'hui, qui est le débouché de l'Oloronte et qui est la première ville de la chrétienté d'Orient, se trouve aujourd'hui en Turquie. Donc, si vous voulez, oui, le fait de redessiner la carte de la région pour créer au peuple le droit d'exister, oui, mais pas seulement au détriment des Arabes. Pourquoi ça doit, le rêve kurde ne doit se réaliser qu'au détriment de Mossoul, de Bagdad et d'Alep? Et pourquoi il doit se faire à l'avantage de la Turquie et de l'Iran? Et puis une autre question se pose. Pourquoi quand on parle des Kurdes, on dit les Kurdes? Mais il y a des Kurdes chiites et des Kurdes sunnites. Ah non, on parle des Kurdes. Il y a des Turcs qui sont chiites, il y a des Turcs qui sont sunnites. Non, on parle des Turcs. Les Iraniens, il y a des Iraniens qui sont sunnites aussi. Non, on parle des Iraniens. Mais quand il s'agit des Arabes, alors là, il faut parler des Kurdes, il faut parler des sunnites, des chiites, des chrétiens, des druzes. Les Arabes n'ont pas le droit d'exister en tant que peuple. Ils doivent exister en tant que communauté. Les autres peuples peuvent exister en tant que peuple, mais pas les Arabes. Est-ce que ceci n'est pas le fruit d'un complot? Est-ce que ceci est seulement le fruit de quelques esprits complotistes, antisémites, issus de je ne sais quel obscurantisme fanatique nationaliste? Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter, et vraiment je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'il faut parler d'un dirigeant arabe, il faut lui affubler à côté sa communauté. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a cet avis. Il y a des chrétiens qui sont de cet avis, il y a des chrétiens qui sont d'un autre avis, il y a des musulmans qui sont de cet avis, il y a des musulmans qui sont d'un autre avis. Mais non, quand il s'agit des Arabes, il faut directement donner une étiquette confessionnelle ou ethnique à quelqu'un. On ne peut pas être arabe comme ça. Il faut avoir une étiquette. Tandis qu'on peut être iranien, on peut être kurde même. Pourquoi les Kurdes chiites, on ne les appelle pas les chiites, on les appelle les Kurdes? Vous voyez, personnellement, je suis pour la question kurde, je suis pour la question arabe aussi. Mais créer un Kurdistan seulement en Irak aujourd'hui est une question quand même qui mérite de réflexion. Comment se fait-il que dans toutes les ambassades d'Irak au monde, il y a une section pour les Kurdes où les Kurdes octroient un visa? Et malheureusement, je dois vous dire une chose, tout citoyen irakien qui doit aller au Kurdistan doit avoir un visa. Et doit avoir quelqu'un qui le garantit, un garant. Et même malheureusement, le comble du comble, c'est qu'actuellement, les réfugiés de l'ouest irakien qui fuient Daesh, pour rentrer à Bagdad, avaient à un certain moment besoin d'un garant à Bagdad.
c'est ahurissant. Je crois que cette mesure a été levée, mais à un certain moment, elle a été appliquée. C'est-à-dire, un citoyen irakien qui fuit l'ouest irakien, s'il veut aller au Kurdistan, il a besoin d'un visa et d'un garant. Et malheureusement, à un certain moment, s'il devait rentrer dans sa capitale, il avait besoin d'un garant. Maintenant, je crois que cette mesure a été retirée, mais elle a été appliquée à un certain moment. Donc, tout ceci montre qu'effectivement, nous sommes face à un complot. Il est clair que les dirigeants arabes n'ont pas été à la hauteur. Il est clair aussi que les intellectuels arabes n'ont pas été à la hauteur. Il faut et il est temps que tous les intellectuels arabes, nationalistes ou pas, se ressaisissent, prennent conscience de la gravité de la situation qui empire et puissent faire face. Merci M. Moutran pour cette entrevue et à très bientôt.